Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Dans la continuité du module contrôle de gestion présenté par moi-même, professeur Njaré, et mon collègue professeur Dabaji, je vais continuer ce chapitre qui concerne les coupes préétablies et l'analyse des écarts. On a déjà parlé au niveau de la première séquence concernant ce chapitre, donc sur les coupes préétablies et les modes de calcul de coupes préétablies, ainsi que comment on établit la fiche de coûts unitaires standard. Pour cette séquence, elle sera consacrée à la section numéro 2, calcul et analyse des écarts. Donc, on a dit que le rôle de contrôle de gestion dans le calcul et l'analyse des écarts sur coûts consiste à comparer les coûts constatés, ça veut dire que les coûts réels, aux coûts standards. Cette comparaison, elle va permettre de mettre en évidence les écarts significatifs entre les coûts constatés, les coûts réels et les coûts standards, rechercher et principalement cette recherche des causes de cet écart, parce que si les coûts réels ou bien les données réelles, ils sont différentes des données standards, ça veut dire que où est le problème. Donc, on va rechercher les causes de ces écarts, mettre en œuvre des actions correctives afin d'apprécier et d'améliorer les performances internes de l'entreprise. Donc, sur la base de la recherche des causes des écarts, on va mettre en œuvre, ça veut dire qu'on va mettre des actions correctives afin d'apprécier et d'améliorer la performance interne de l'entreprise. Donc, premièrement, au niveau du calcul des écarts, il y en a ce qu'on appelle les conventions du plan comptable qu'on doit les respecter. Il y en a trois conventions. La première, c'est la convention de signer. Ça veut dire est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc, c'est pour ça que, au niveau du calcul des écarts, la convention propose la relation suivante. Ça veut dire qu'au niveau des écarts, on va prendre toujours le réel moins le préétabli. Ça veut dire que je peux prendre le coût préétabli moins le coût réel, mais au niveau de cette convention, on va prendre toujours ce qui est réel moins ce qui est préétabli. Cet écart, donc, mesure la différence entre les réalisations et les prévisions au niveau des coûts. Un écart positif, ça veut dire que le coût réel, il est supérieur au coût préétabli, ce qu'on va qualifier comme défavorable. Et lorsque l'écart est négatif, donc l'écart est favorable. Si c'est une augmentation de coût par rapport aux provisions, donc bien sûr au niveau de l'écart défavorable. La deuxième convention, c'est la question de la production et l'activité, et la distinction entre ce qu'on aura appelé la production et l'activité. L'étude des coûts préétablis et l'analyse des écarts implique de bien distinguer les notions de productivité et activité. La production d'une entreprise correspond à ce que fabrique la dite entreprise en vue de la vente. L'unité de mesure de la production est imposée par celle qui sert à facturer les flux de sortie. Ça veut dire qu'au niveau des ventes, donc l'unité par laquelle tu factures ces factures de vente, donc c'est la production. Donc c'est l'activité générale de l'entreprise, donc au niveau de ce qu'il fabrique. Par contre, au niveau de l'activité, notion d'activité, elle ne concerne pas forcément l'entreprise tout entière, mais elle est attachée à un ensemble de charges. C'est une donnée interne de l'entreprise. Par la suite, ces charges, ils sont regroupées dans des centres d'analyse. On va parler de l'activité des centres d'analyse. Les unités mesurant cette activité peuvent être des heures pour la main-d'œuvre, donc les quantités pour les matières premières, ainsi que l'activité d'un centre d'analyse est mesurée ce qu'on appelle au niveau de l'unité d'œuvre. Et cette unité d'œuvre, il peut être dans un centre d'analyse heure main-d'œuvre, heure machine, quantité de matière achetée, etc. Et ça dépend de l'entreprise elle-même et des responsables au niveau de l'entreprise, comment ils vont choisir cette unité d'œuvre concernant tout centre d'analyse ou bien centre de responsabilité. La troisième convention, c'est la production de référence. Donc, généralement, on a deux productions. Donc, vous avez soit la production normale ou bien la production standard et vous avez une production réelle, laquelle qu'on va prendre comme référence. Les coûts préétablis sont déterminés pour une production considérée comme normale. Les coûts réels correspondent à la production réelle qui peut être différente. Donc, bien sûr, les coûts qu'on a fait au niveau des coûts normaux, donc ils sont déterminés pour une production normale, alors que pour une production réelle, on a des coûts réels. Les écarts entre les consommations, donc matières premières, main-d'œuvre, charges indirectes des centres, n'ont de sens que s'ils résultent de la comparaison des coûts correspondant à des productions de même niveau. Ça veut dire que, au niveau de la comparaison entre les coûts constatés et les coûts préétablis,
Pour qu'une comparaison soit pertinente, il faut avoir la même référence au niveau de la production. C'est pour ça que la production de référence qu'on va prendre, c'est la production réelle. Donc, on doit ajuster les prévisions des coûts. Donc, même les coûts qui sont prévisionnels ou bien normaux ou bien standards, on doit les adapter, on doit les ajuster aux productions réelles afin de permettre une analyse plus pertinente des écarts. C'est pour ça qu'on va parler des coûts préétablis et non pas des coûts standards. Les écarts sur coûts seront toujours calculés au niveau de la production réelle. Donc, la production de référence, c'est la production réelle afin d'avoir la même référence au niveau de production pour comparer les écarts. Au niveau du calcul des écarts, donc le calcul de l'écart, donc toujours vous avez un écart global égale le coût réel moins le coût préétabli de la production réelle. Ça veut dire qu'on va adapter le coût standard à la production réelle, donc par lequel on va faire la comparaison par rapport au coût réel pour avoir ce qu'on appelle l'écart global. L'écart global peut être calculé pour les coûts de production, les coûts hors production et les coûts de revient. Ça veut dire qu'au niveau de chaque élément de coût, on peut faire cet écart. Ainsi, en général, donc l'écart global il sera décomposé par catégorie de soit des coûts directs, je parle des matières premières, des main-d'œuvre directes, et les coûts indirects, donc on parle des charges des centres d'analyse. Donc, généralement, on a un écart global au niveau de l'entreprise. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la décomposition. La décomposition au niveau de chaque élément de coût. Et globalement, on a des écarts sur deux parties. Donc, la partie qui concerne les charges directes et la partie qui concerne les charges indirectes. Les principales charges au niveau des charges directes sont les matières premières et la main-d'œuvre. Et au niveau des charges indirectes, on parle des centres d'analyse ou bien des centres de responsabilité. Analyser un écart consiste à rechercher les causes de divergence entre les prévisions et les réalisations. Donc, parmi les objectifs de l'analyse des écarts, c'est de rechercher les causes afin que cette recherche pousse l'entreprise à prendre des actions qui sont correctives ou bien des décisions correctives. Cette recherche s'effectue en décomposant l'écart global en un ensemble d'écarts partiels. On parle des sous-écarts. Donc, on peut prendre un écart global. Bien sûr, pour rechercher les causes de cet écart, on doit le décomposer en sous-ensemble d'écarts. On parle des sous-écarts. Donc, la relation de l'écart est valable pour chaque facteur. Ça veut dire que pour chaque type de charge, ou bien pour chaque type de coût. Donc, l'écart global du facteur égale le coût réel du facteur. Ça veut dire que le coût supporté par l'entreprise afin d'avoir ce facteur, moins le coût préétabli du facteur. Le coût réel du facteur, donc généralement, vous avez les deux éléments du coût, c'est la quantité et le prix. Donc, vous avez le coût réel du facteur, c'est la quantité réelle consommée par l'entreprise de ce facteur. On parle de QR fois le prix réel du facteur ou bien le coût réel unitaire du facteur. Je l'ai noté ici, c'est PR. Le coût préétabli du facteur, c'est la quantité du facteur adaptée à la production réelle. Ça veut dire que c'est pas la quantité normale ou bien la quantité standard, mais c'est la quantité, ce qu'on appelle la quantité préétablie. Donc, la quantité préétablie, c'est la quantité du facteur adapté à la production réelle de l'entreprise, fois le coût standard du facteur. Donc, on va le désigner par PS ou bien le prix standard du facteur. Donc, vous avez l'écart global égal QR fois PR moins QP fois PS. Donc, le coût réel moins le coût préétabli. La décomposition de l'écart global en sous-écarts. Donc, quels sont ces sous-écarts qu'on a vus? Donc, puisque les éléments du coût de chaque facteur, c'est la quantité et le prix. Donc, aussi pour la décomposition, on va le décomposer au niveau de quantité et au niveau du prix. Donc, l'écart global égale la quantité réelle fois le prix réel, moins la quantité préétablie fois le prix standard. Donc, si je parle de la quantité, donc la variation de la quantité, en respectant la première convention du plan comptable au niveau de calcul des écarts, c'est le réel moins le préétabli ou bien le réel moins le standard. Donc, vous avez la variation de la quantité, c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie. Variation de prix, c'est le prix réel moins le prix standard. Donc, si je prends l'écart global, donc la quantité réelle fois le prix réel moins la quantité préétablie fois le prix standard, donc je vais ajouter la quantité réelle fois le prix standard. Disons que c'est le produit ou bien c'est le coût standard adapté à la production réelle. Je l'ai ajouté quantité réelle fois le prix standard et je l'ai annulé quantité réelle fois le prix standard. Donc au niveau de l'écart global, ça va pas
changer. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, j'aurai deux écarts. Le premier écart, je vais prendre quantité réelle fois le prix réel, moins la quantité réelle fois le prix standard, plus la quantité réelle fois le prix standard, moins la quantité préétablie fois le prix standard. Puisque ici, vous avez le facteur qui est commun ici, c'est QR. Donc, je peux factoriser par QR. Il va me donner, c'est PR moins PS fois quantité réelle, plus, et ici, je vais factoriser par PS, le prix standard, et j'aurai quantité réelle moins quantité préétablie fois le prix standard. Et j'aurai la variation de prix fois la quantité réelle, plus la variation de quantité fois le prix standard. Donc, la variation de prix, on parle de l'écart sur prix, et variation de quantité, c'est l'écart sur quantité. Et comme vous voyez, au niveau de l'écart sur prix, il est imputé sur la quantité réelle du facteur. Par contre, la variation de la quantité, elle est évaluée au prix standard du facteur. Grosso modo, pour les charges directes, donc lorsqu'on va analyser et calculer les écarts, donc pour les charges directes, vous avez les deux éléments des charges directes, la matière première et la main-d'œuvre directe. Et pour chaque élément, vous avez pour la matière première, c'est l'écart sur quantité et l'écart sur prix. Pour la main-d'œuvre, donc vous avez la quantité de la main-d'œuvre, généralement elle est exprimée en heures de production. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'écart sur volume horaire. Donc, c'est l'écart sur quantité de main-d'œuvre. Et pour le prix de l'heure au niveau de la main-d'œuvre directe, on parle de taux horaire. Donc, au niveau de la décomposition de l'écart sur charge direct concernant la main-d'œuvre directe, donc vous avez l'écart sur volume horaire et l'écart sur taux horaire. Donc, pour bien comprendre ces éléments, je vais prendre des applications. Donc, concernant la matière première et la main-d'œuvre. Donc, premièrement, je vais prendre l'application numéro 1 concernant la matière première. Une entreprise fabrique un produit P à partir d'une matière première M. Les données relatives à l'activité d'un mois de production sont comme suit. Vous avez pour une production normale de 1000 unités, l'entreprise prévoit d'utiliser 1500 kg de matière première M à 20 dirhams le kilogramme. La production du mois, ça veut dire que la production réelle du mois a été de 1200. Cette production a nécessité 2000 kg de matière première M à 19 dirhams le kilogramme. Ça veut dire qu'au niveau de cette entreprise, elle a prévu une production normale de 1000 unités, donc, et la quantité normale pour la consommation de la matière première, c'est 1500 kg, achetée à 20 dirhams le kilogramme. Par contre, au niveau réel, elle a produit 1200 unités, et cette 1200 unités, elle a consommé 2000 kg de matière première. Bien sûr, elle est achetée réellement avec 19 dirhams le kilogramme. Donc, calculer l'écart total sur matière et décomposer cet écart en sous-écarts. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va établir le coût standard et le coût réel. Donc, vous avez pour produire 1000 unités, le budget standard est de la quantité normale fois la production, fois le prix standard. Donc, la quantité normale consommée pour produire 1000 unités, c'est 1500 kg. Fois 20 dirhams, pour le kilogramme, c'est le prix standard, ça donne 30 000 dirhams. Là, c'est le budget standard. Alors que le budget réel, c'est on a consommé réellement 2000 kg acheté à un prix de 19 dirhams pour le kilogramme, ça donne 38 000 dirhams. Donc là, c'est le coût réel. Est-ce qu'on peut comparer les deux coûts? Bien sûr non, parce que la référence ou bien la production de référence, elle est différente. Parce que ici, on a calculé 30 000 dirhams, il sera payé ou bien il sera dépensé pour une production de 1000 unités. Par contre, on a dépensé 38 000 dirhams pour une production de 1200 unités. Donc, puisque la production n'est pas la même, donc la comparaison entre ces deux éléments ne sera pas pertinente. C'est pour ça qu'est-ce qu'on doit faire? On doit adapter le coût standard qui est, de 30 000 dirhams pour une production réelle de 1200. Donc, le prix, on va pas l'adapter, mais on adapte la quantité. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre, ou bien on va l'appeler la quantité préétablie. Donc, il faut adapter la quantité à la production réelle. On parle de quantité préétablie. Comment? Donc, la quantité préétablie, c'est la quantité normale fois la production réelle sur la production normale. Ça veut dire que si 1500, donc comme on va faire pour la relation de 3, si 1500 kg pour 1000 kg, combien on aura besoin pour 1200 unités? Donc on aura 1500 fois 1200 sur 1000, ça donne 1800
kg. Donc c'est la quantité préétablie. Et le budget préétabli, on l'appelle le budget flexible. Donc le budget flexible ou bien le coût préétabli, c'est la quantité préétablie fois le prix standard. C'est 1800 kg fois, on va prendre le prix standard, c'est 20, ça donne 36 000 dirhams. Donc là, c'est le budget flexible ou bien le budget préétabli. Et bien sûr, pour le calcul des écarts, l'écart global égale le coût réel supporté par l'entreprise qui est de 38 000, moins le coût qu'il doit supporter pour une production de 1200 unités. Donc c'est 36 000 dirhams, ça donne plus 2000. Plus 2000, vous avez un écart qui est positif, donc c'est un écart qui est défavorable. Pourquoi? Parce que le coût, il a augmenté. Il a passé de 36 000 que l'entreprise doit supporter pour une production de 1200, alors qu'elle a dépensé réellement 38 000 dirhams. Donc on a une augmentation de coût. On sait bien qu'une augmentation de coût, ça donne une diminution de résultats au niveau de l'entreprise, et c'est la raison pour laquelle on va avoir un écart qui est défavorable. La décomposition de cet écart au niveau, ça veut dire que d'où vient cet écart qui est défavorable? Est-ce qu'il vient de la quantité ou bien il vient du prix? Donc, c'est l'analyse au niveau des sous-écarts. La décomposition en sous-écarts, elle a donné l'écart sur quantité, comme on a déjà vu, c'est la quantité réelle fois la quantité préétablie fois le prix standard. Ça veut dire que la variation de la quantité est évaluée au prix standard. Donc, c'est 2000 au niveau de la quantité donc réelle, puisqu'on a consommé 2000, moins 1800 et non pas 1500, parce que 1800, c'est la quantité que l'entreprise doit consommer pour une production de 1200. Donc 2000 moins 1800 fois le prix standard qui est de 20, ça donne plus 4000. Donc, puisque la consommation elle a augmenté, ça donne un écart qui est défavorable. Par contre, au niveau des prix, donc vous avez le prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle. Le prix réel c'est 19, le prix standard c'est 20, donc ça donne 19 moins 20 fois la quantité réelle qui est de 2000, ça donne moins 2000. Donc, puisque moins 2000, ça veut dire qu'au niveau de prix, on a une diminution des coûts, donc ça donne un écart qui est favorable. Donc, si on va vérifier, vous avez l'écart global de plus 2000, ça vient du plus 4000 moins 2000. Donc 4000 plus moins 2000, ça donne plus 2000. Donc au niveau de la vérification. Au niveau de l'analyse, donc ce qu'on a fait ici, c'est juste au niveau chiffré. On a décomposé l'écart global au niveau de l'écart sur quantité, l'écart sur prix. Le travail de contrôle de gestion, il dépasse donc l'élément des calculs vers une analyse qui est plus détaillée. Ça veut dire que on a dit que c'est la recherche des causes au niveau de l'écart. Donc bien sûr, au niveau de l'écart global plus 2000, on a recherché les causes. Les causes, c'est l'écart sur quantité, l'écart sur prix. Ça veut dire que d'où vient l'écart global? Est-ce que de la quantité ou bien du prix? Et même au niveau des sous-écarts, donc l'écart sur quantité et l'écart sur prix, on doit chercher les causes. Au niveau de l'entreprise, donc on a dit que le contrôle de gestion ne se limite pas au calcul des écarts, mais il les dépasse vers la recherche des causes de ces écarts afin de prendre des décisions correctives. Pour la matière première, donc vous avez au niveau de l'écart sur quantité, s'il est favorable ou bien il est défavorable. D'où viennent ces écarts? Ça veut dire que quelles sont les causes de ces écarts? Qu'ils soient favorables ou bien qu'ils soient défavorables, parce que l'entreprise elle doit s'intéresser à ces éléments-là afin d'avoir une idée sur les coûts au niveau de l'entreprise. Donc, vous avez les consommations comparées sont adaptées à la production réelle. Par conséquent, l'écart sur quantité mesure la différence entre le rendement réel et le rendement standard. Donc, je parle de rendement ici, ça veut dire que combien chaque unité va consommer de matières premières. Donc, si le rendement réel est supérieur au rendement standard, ça veut dire que vous aurez un écart qui est défavorable. Donc, si le rendement réel est inférieur au rendement standard, donc ici on aura un écart qui est favorable. Les causes principales de l'écart, qu'elles soient favorables ou défavorables, sont d'ordre technique. Ça veut dire qu'au niveau de la consommation des matières premières, au niveau de l'atelier de production, il peut relever de la responsabilité de l'atelier lui-même. Donc, je parle des ateliers de production ou, dans certains cas, du contrôle d'approvisionnement. Donc, au niveau de stockage, les causes peuvent être liées à la qualité de la matière. Donc, automatiquement, si je prends la qualité de la matière, ça veut dire que au niveau de la consommation, au niveau des ateliers de production, si la matière elle est de bonne qualité, ça veut dire que les ateliers de production ils peuvent avoir une diminution de la consommation. Si
la matière, elle est de mauvaise qualité, donc c'est automatiquement, on aura plus de consommation de cette matière au niveau des ateliers de production. Donc c'est pour ça que l'écart au niveau de la quantité, qu'il soit favorable ou bien qu'il soit défavorable, donc ils peuvent venir ou bien ils peuvent avoir comme cause la qualité de la matière. La qualification du personnel. Donc, deuxième élément qui peut influencer la consommation de la matière première au niveau des ateliers de production. Donc, si la personnel il est qualifié, on sait bien qu'il va consommer moins de matière première. Si le personnel est moins qualifié, donc il va consommer plus. Il peut avoir même au niveau de la fiabilité des machines, ou bien la performance des machines. Si c'est une machine qui est obsolète, ou bien elle est donc ancienne, on sait bien qu'il peut avoir un taux de déchets qui est plus élevé. Des rebuts, ça veut dire que des unités qui sont produites mais qui ne sont pas valables au niveau de la vente. Donc il peut avoir un taux de déchets et de rebuts qui est supérieur par rapport à une machine qui est plus performante ou bien elle est plus technologique ou bien elle est plus nouvelle. Donc là, ça concerne la consommation de la matière première. Donc le contrôleur de gestion, il doit rechercher les causes, d'où vient l'écart sur quantité. Bon, je répète, qu'il soit favorable ou bien qu'il soit défavorable. Quant au prix, donc au niveau de l'écart sur prix, l'origine de l'écart sur coût, au niveau de la matière première toujours, est à rechercher dans le service des achats. Ça veut dire que puisque c'est lui qui va acheter la matière première, parle des conditions d'approvisionnement des matières. Les causes de l'écart sur prix, qu'elles soient aussi favorables ou défavorables, peuvent être liées soit à l'augmentation du prix du marché non prévu. Donc, si on a une augmentation du coût unitaire au niveau de la matière première, elle peut venir du prix de marché qui était non prévu. Ou bien la politique de l'achat au niveau de l'entreprise concernant le lot acheté avec les remises qui peuvent être accordées par les fournisseurs. Donc on sait bien que lorsque le service achat il va acheter des quantités qui sont plus grandes, ils peuvent avoir plus de remises. Plus de remises, ça veut dire qu'il va diminuer le coût d'achat de la matière première. Ou encore aux frais d'approvisionnement. Ça veut dire que l'ensemble des charges au niveau des dépôts de stockage, donc ils peuvent, s'il y a une augmentation de ces frais, ils peuvent avoir une augmentation du coût unitaire au niveau de la matière première. Concernant la main-d'œuvre directe, vous avez une application numéro 2. Dans un atelier de production, l'entreprise a prévu de rémunérer 2000 heures à un coût unitaire de 40 dirhams pour une production de 1000 unités. En réalité, la production est de 800 unités et cette production a demandé 1500 heures rémunérées avec un coût unitaire de 42 dirhams par heure. Donc, calculer l'écart sur main-d'œuvre directe est décomposé en sous-écart. Vous avez, pour produire 1000 unités, le budget standard était de 2000 heures fois 40 dirhams, c'est 80 000 dirhams. Donc 80 000 dirhams, c'est le budget alloué à la main-d'œuvre pour une production de 1000 unités. Le budget réel qui était supporté par l'entreprise, c'est 63 000. Ça veut dire que 1500 heures fois 42. Donc 63 000, c'est le budget qui est dépensé pour la main-d'œuvre, mais pour une production de 800 et non pas 2000. C'est pour ça que la même chose au niveau de la quantité, on doit adapter le volume horaire au niveau de la main-d'œuvre directe. Vous avez la quantité préétablie. La quantité préétablie au niveau de la main-d'œuvre, c'est la quantité normale sur la production normale fois la production réelle. C'est 2000 sur 1000 fois 800, ça donne 1600 heures. Ça veut dire que l'entreprise, elle doit avoir une consommation de 1600 heures s'il veut une production de 800. Donc, s'il était 1000 unités, donc elle a besoin de 2000 heures. Et le coût préétabli ou bien le taux horaire standard, c'est 42. Donc, le budget flexible ou bien le coût préétabli adapté à la main-d'œuvre directe, c'est 1600 fois 40, ça donne 64 000 dirhams. Ça veut dire que si l'entreprise va produire 800 unités, elle doit dépenser 64 000 et non pas 80 000. Parce qu'on a dit toujours que la production de référence, elle est différente. Au niveau du calcul des écarts, vous avez l'écart global, c'est le coût réel moins le coût préétabli, 63 000 moins 64 000, ça donne moins 1000. Donc c'est un écart qui est favorable parce que l'entreprise a dépensé moins qu'il doit dépenser au niveau de la main-d'œuvre directe. Encore la décomposition au niveau de ces écarts. Donc, on a dit que pour la main-d'œuvre, on remplace la quantité par le volume horaire ou bien temps.
le prix, donc on va le remplacer par le taux horaire. L'écart sur volume horaire ou bien l'écart sur temps, donc on reste avec la même relation, c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix standard. Si 1500 heures moins 1600 heures fois 40, ça donne moins 4000. Et bien sûr, c'est un écart qui est favorable. Pourquoi? Parce que le volume horaire, il a diminué par rapport à ce qui doit être. L'écart sur taux horaire, vous avez le prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle, c'est 42 moins 40 fois 1500 et ça donne plus 3000. C'est un écart qui est défavorable. Pourquoi? Parce que le taux horaire est là augmenté. Donc la vérification, donc vous avez au niveau de l'écart global, c'est moins 4000 plus 3000, ça donne moins 1000. C'est pour ça que l'écart global, c'est l'écart sur volume horaire plus l'écart sur taux horaire. Et toujours, on doit vérifier que les sommes des sous-écarts, elles donnent l'écart global. Maintenant, au niveau de l'analyse de ces éléments, au niveau de la main-d'œuvre directe. Bien sûr, c'est le travail de contrôleur de gestion. Il doit chercher les causes pour ces écarts, bien sûr, s'ils sont significatifs. Donc, pour la main-d'œuvre directe, l'écart sur temps ou bien l'écart sur volume horaire met en jeu le rendement du travail dans l'atelier. Donc, combien il va utiliser d'heures de travail pour une unité produite. Les causes principales de l'écart, qu'elles soient favorables ou défavorables, elles peuvent être liées. Donc, ici, je donne grosso modo où on peut chercher donc là les causes de ces écarts. La même chose qu'on a vu au niveau de la matière première. Donc, les raisons pour lesquelles le volume horaire il peut changer, ça veut dire qu'il va donner un écart sur temps, qu'il soit favorable ou bien défavorable, c'est la qualification du personnel. Donc, comment il va influencer? Le personnel qui est qualifié, donc il va demander moins de temps de travail au niveau de la production. Par contre, le personnel qui est moins qualifié, il va avoir plus de temps ou bien plus de volume horaire. Donc l'écart sur temps, donc ou bien l'augmentation ou bien la diminution du volume horaire pour une production donnée, ils peuvent venir de la qualification du personnel, ainsi que l'organisation du travail. La question de l'encadrement, la question des heures charmées, parce que l'organisation du travail au sein de l'atelier ou bien au sein de l'entreprise, elles peuvent avoir une influence sur le volume horaire, qu'il soit en augmentation ou bien diminution. Bien sûr, une entreprise ou bien un atelier de production qui est bien organisé, donc le temps de chômage au niveau de l'entreprise ou bien le temps de repos ou bien le temps qui est inutile au niveau de l'entreprise, ils peuvent disparaître. Donc c'est pour ça que une bonne organisation, ils peuvent avoir un écart qui est favorable. Par contre, la mal-organisation au niveau de l'entreprise ou bien de l'atelier, ils peuvent entraîner un écart qui est défavorable. Ainsi que la performance des machines. Donc, encore, si l'on a des machines qui sont performantes, ils n'ont pas besoin de temps qui est perdu au niveau du travail concernant le temps de panne, le temps de réglage. Donc c'est pour ça que des machines qui sont moins performantes, elles peuvent avoir des pertes de temps au niveau pour le personnel d'entreprise et comme ça ils auront un écart qui est défavorable. La question du taux horaire, donc au niveau de la rémunération, donc l'origine de l'écart surtout est à rechercher au niveau des salaires, au niveau de services de rémunération, donc généralement de responsabilité extérieure à l'atelier. Donc ça concerne le service de rémunération. Les causes de l'écart surtout, qu'elles soient favorables ou défavorables, elles sont liées aux conditions de rémunération. Ça veut dire que les salaires, si le salaire donc là augmente, automatiquement le taux horaire il va augmenter, il va donner un écart qui est défavorable. Les charges sociales aussi, donc elles peuvent influencer donc la rémunération au niveau du taux horaire. L'utilisation des heures supplémentaires non prévues. Donc au niveau d'entreprise, si ils ne prévoient pas l'utilisation des heures supplémentaires et au niveau réel, ils l'ont utilisé. On sait bien que le taux horaire au niveau des heures supplémentaires il est supérieur au taux normal, donc ce qui peut entraîner un écart qui est défavorable au niveau de l'entreprise. Là, ça concerne l'analyse des écarts au niveau de la main-d'œuvre. Donc, je passe vers les charges indirectes. Donc, au niveau des centres d'analyse ou bien les centres de responsabilité. Donc, comment on les traite et comment on analyse ces charges indirectes. L'analyse des charges indirectes traitée dans les centres d'analyse met en évidence la partie fixe de ces charges et la partie variable. Donc, au niveau des charges indirectes, on va s'intéresser des charges fixes et des charges variables. Le budget d'un centre d'analyse est constitué de prévision des charges variables et des charges fixes. Ça veut dire que, bon, bien sûr, les charges indirectes totales, c'est la somme des charges fixes et des charges variables. Donc, le budget et les relatifs prévisions de ces charges indirectes, qu'elles soient fixes ou variables. Une activité qui est mesurée par les unités d'œuvre. Donc, le nombre d'unités d'œuvre au niveau de l'atelier
Donc, on l'appelle activité. Donc, comme c'est bon, déjà vu au niveau de module comptabilité analytique, au niveau de S3, au niveau de tableau de répartition des charges indirectes, on va l'utiliser. Donc, même chose au niveau de cette partie. Et je répète, le nombre d'unités d'œuvre au niveau de chaque centre, on le désigne par une activité. Donc, l'activité est mesurée par l'unité d'œuvre. Un rendement. Donc, ici, on va prendre le rapport entre activité et production. Ça veut dire que l'activité sur la production, donc ça s'appelle un rendement. Parce que on peut faire production sur activité, ça s'appelle aussi un rendement. Et on va le voir par la suite au niveau de l'écart sur rendement. L'écart global sur charge indirecte sera décomposé de sorte que chaque sous-écart permet de mesurer l'influence de l'un des trois paramètres mentionnés au haut. Ça veut dire que la question des charges directes et charges indirectes, bon, au niveau de l'activité et au niveau de rendement. C'est pour ça qu'au niveau des charges indirectes d'une entreprise, premièrement, on va prendre les centres d'analyse au niveau de l'entreprise. Il peut être 1, peut être 2, peut être 3, peut être plusieurs. Et pour chaque centre, donc, on aura un écart global concernant ce centre. Par la suite, les sous-écarts qu'on va avoir au niveau de chaque écart global sur charge indirecte, il est décomposé en écart sur budget. On parle d'écart sur budget ou bien l'écart sur charge variable. Le deuxième, c'est l'écart sur activité ou bien l'écart sur charge fixe. Et le troisième, on l'appelle l'écart sur rendement. Donc, pour chaque centre d'analyse, on calcule l'écart global. Puis, la décomposition de l'écart global au niveau de chaque centre, donc, c'est l'écart sur budget, l'écart sur activité, l'écart sur rendement. Avant de commencer une application sur l'écart sur charge indirecte, bien sûr, on va retenir certaines notions, bon, pour ne pas répéter dans ces termes. Donc, pour les données normales du centre, donc, vous avez la production normale, on va le désigner par PN. L'activité normale, on va le désigner par AN. Le coût interstandard, CS. Donc, CS, c'est l'ensemble des charges indirectes normale sur l'activité normale. Donc, on l'obtient d'après le tableau de répartition des charges indirectes. Vous avez les frais fixes, donc ils sont fixes, donc on l'appelle donc FF. Le coût fixe unitaire standard, petit fs, donc vous avez c'est les frais fixes sur l'activité normale. Pour le coût variable unitaire standard, donc vous avez soit deux relations, donc soit vous le calculez que vous cherchez les charges variables du centre. Les charges variables du centre, c'est l'ensemble des charges indirectes moins les frais fixes. Donc ces charges variables, vous le divisez sur l'activité normale et il donne le coût variable unitaire standard. Ou bien on va utiliser les données déjà calculées, donc là c'est CS moins FS. C'est le coût unitaire standard, bien sûr de l'unité d'œuvre au niveau de l'activité, moins le coût fixe unitaire standard, ça donne le coût variable unitaire standard. Et le rendement standard, donc RS, on va prendre, c'est l'activité sur la production, c'est l'activité normale sur la production normale. Pour les données réelles du centre, donc vous avez la production réelle, c'est PR, l'activité réelle, c'est AR, le coût unitaire réel, c'est CR, et c'est l'ensemble des charges indirectes réelles sur l'activité réelle. Les coûts fixes unitaires réels, on va prendre les frais fixes, parce qu'ils sont fixes quel que soit le niveau d'activité, donc les frais fixes sur l'activité réelle. Bien sûr, le coût fixe unitaire standard est différent du coût fixe unitaire réel tant que l'activité normale n'est pas égale à l'activité réelle. Le coût variable unitaire réel, c'est le CR, c'est le coût unitaire réel moins le coût fixe unitaire réel. Et le rendement réel, on va prendre l'activité réelle sur la production réelle. On aura besoin d'une adaptation de l'activité, puisque l'activité représente la quantité. Une adaptation de l'activité standard à la production réelle. Comme on a déjà vu pour la main-d'œuvre et pour la quantité, donc on ne peut pas comparer ce qui est réel avec ce qui est standard tant que la production elle est différente. Donc toujours lorsque la production elle est différente entre la production normale et la production réelle, on va prendre le budget standard et on va l'adapter à la production réelle. Donc ici, on adapte l'activité. Donc, vous avez l'activité préétablie. On va la désigner par AP. C'est l'activité standard adaptée à la production réelle. Par la relation de 3, on va calculer l'activité préétablie. C'est l'activité normale sur la production normale fois la production réelle. L'écart global se calcule comme suit. Donc, au niveau des charges indirectes de chaque centre, donc, elle est égale à charge réellement constatée moins le coût préétabli à la production réelle. Donc, disons, le budget réel, ou bien le montant des charges indirectes réelles, moins le coût standard qui est adapté à la production réelle. Donc, on parle du coût préétabli.
l'écart global sur charge indirecte sera décomposé de sorte que chaque sous-écart permet de mesurer l'influence de l'un de ces trois mentionnés en haut, donc on l'a déjà vu. Bien sûr, cette décomposition de l'écart global en trois sous-écarts fait appel à deux notions. Le budget standard pour une activité donnée, donc A astérix, donc là le budget standard c'est le CS fois A astérix. Donc, quel que soit le niveau d'activité, donc si je veux un budget standard pour une activité donnée, donc on va prendre cette activité et on va le multiplier par le coût unitaire standard. Le budget flexible pour une activité donnée concernant les charges indirectes, donc ça veut dire que on va laisser les frais fixes, c'est juste les parties variables qui va changer. Donc, le budget flexible pour une activité donnée, c'est le coût variable unitaire standard multiplié par cette activité fois les frais fixes. Donc, on parle de total des frais fixes. Maintenant, la décomposition. Donc, la décomposition de l'écart global en sous-écart, vous avez l'écart sur coût variable ou bien l'écart sur budget. Il se calcule comme suit. Donc, cet écart, c'est les charges réelles constatées, ça veut dire que le budget réel, moins le budget flexible ajusté à l'activité réelle. Le budget flexible ajusté à l'activité réelle. Donc, c'est pour ça que vous avez le coût, l'écart sur charge variable, c'est les frais réels moins le budget flexible, pour l'activité réelle. Ça donne, donc le frais réel, c'est le coût unitaire réel fois l'activité réelle. Donc ça donne, c'est le coût variable unitaire réel fois l'activité réelle plus les frais fixes réels. On va voir que les frais fixes réels, ce sont les frais fixes standards. Moins le budget flexible, ajusté à l'activité réelle, le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle plus les frais fixes standards. Donc comme ça, puisqu'on a les frais fixes réels égale le frais fixe réel, ça donne, c'est le coût variable unitaire réel fois l'activité réelle, moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. Et bien sûr, on va factoriser avec l'activité réelle, ça donne, c'est le coût variable unitaire réel, moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. Donc, l'écart sur coût variable, c'est le coût variable unitaire de centre, moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. Donc, cet écart, il exprime les différences entre les coûts variables unitaires d'unité d'œuvre pour une structure donnée. On va voir que, au niveau de l'explication, donc si l'écart est défavorable, ça veut dire qu'une augmentation des charges variables. Et l'écart est favorable, ça veut dire qu'une diminution des charges variables au niveau de centre. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait l'écart sur coût variable. Deuxième sous-écart, c'est l'écart sur coût fixe, ou bien l'écart sur activité. Donc, elle se calcule comme suit. Donc, on va prendre le budget flexible ajusté à l'activité réelle, moins le coût préétabli à l'activité réelle. Donc, c'est le budget flexible pour l'activité réelle, moins le budget standard adapté à l'activité réelle, ou bien imputé à l'activité réelle. Vous avez l'écart sur coût fixe, c'est le coût variable unitaire standard fois l'activité réel fois les frais fixes standards, moins le coût variable unitaire standard plus le coût fixe unitaire standard, ça veut dire que c'est le coût unitaire standard fois l'activité réelle. Donc il donne que c'est le variable standard, coût variable unitaire standard fois l'activité réelle moins plus les frais fixes, moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle, moins le coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle. Donc j'ai développé juste cette relation. Donc, le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle, c'est le même ici. Donc là, je peux, simplifier par ces deux. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste les frais fixes standards moins le coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle. Donc, ici, vous avez deux relations. Donc, les frais fixes standards, elle est égale au fixe standard fois l'activité normale. Donc, déjà, au niveau de la relation de coût fixe unitaire standard, c'est les frais fixes sur l'activité normale. Donc, si je prends cette relation, elle va me donner que l'écart sur coût fixe, c'est le coût fixe unitaire standard fois l'activité normale, moins le coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle. Soit, l'écart sur coût fixe, donc, ou bien l'activité, c'est l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixe unitaire standard. C'est pour ça qu'on l'appelle l'écart sur activité. Maintenant, si on va prendre une autre relation au niveau des frais fixes, standard, c'est le coût fixe unitaire réel fois l'activité réelle. Donc, tant que par définition de coût fixe unitaire réel. Donc, on peut écrire, donc c'est les frais fixes standards, ce sont les frais fixes réels. Donc, c'est le coût fixe unitaire réel fois l'activité réelle moins le coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle. Soit, l'écart sur coût fixe, c'est le coût fixe unitaire réel moins le coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle. Et comme ça, vous voyez que pourquoi on l'appelle l'écart sur coût
fixe. Donc ici l'écart sur activité, l'écart sur coût fixe. Et bien sûr, donc là si on va prendre les deux, donc elles vont avoir le même résultat. Donc l'écart sur coût fixe, qu'est-ce qu'il définit? Il définit un écart d'imputation rationnelle des charges fixes du centre, qui exprime soit un malus de sous-activité, donc on parle de coût de chômage, si l'activité normale est supérieure à l'activité réelle, ça veut dire que l'écart elle est défavorable. Un bonus de suractivité, donc si l'activité normale inférieure à l'activité réelle, donc si l'écart elle est favorable. Donc la question de malus de sous-activité et de suractivité, ça veut dire que au niveau d'un centre, on a déjà fixé une activité qui est normale. Donc, quelle que soit donc l'unité d'œuvre. Bien sûr, cette activité, s'il va augmenter au niveau de la réalité, donc on aura ce qu'on appelle une suractivité. Et bien sûr, au niveau des charges fixes, lorsqu'on va les imputer sur l'activité, donc on va avoir une diminution du coût fixe unitaire standard. Bien sûr, si l'activité réelle est supérieure à l'activité normale. Maintenant, si l'activité réelle est inférieure à l'activité normale, ça veut dire que il y en a certaines unités d'œuvre qu'on n'a pas utilisées. Donc, on parle d'un coût de chômage ou bien un malus de sous-activité. Et bien sûr, donc, ce malus ou bien cette différence, il va influencer les coûts fixes unitaires par une augmentation, donc il donne un écart qui est défavorable. Le troisième, c'est l'écart sur rendement. Donc, le rendement du travail. Et toujours ici, on va prendre l'activité sur la production. Donc, il se calcule comme suit, c'est le coût préétabli de l'activité réelle moins le coût préétabli à la production réelle. Donc, et comme vous voyez que l'écart global égale le coût réel moins le coût préétabli de la production réelle, donc pour décomposer ces écarts, on a ajouté juste deux notions qui sont les coûts préétablis de l'activité réelle et le budget flexible. Donc, c'est le budget standard de l'activité réelle moins le budget standard pour l'activité préétablie. Donc, c'est le coût unitaire standard fois l'activité réelle moins le coût unitaire standard fois l'activité préétablie. Donc, l'écart sur rendement égale l'activité réelle moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard, puisque j'ai factorisé ici avec le coût unitaire standard. Or, donc, par cette relation, on n'a pas su donc la notion du rendement. C'est pour ça qu'on développe cette relation pour avoir le terme rendement. Donc, vous avez le rendement réel égale le AR sur la production réelle. Donc, vous avez l'activité réelle, c'est le rendement réel fois la production réelle. Et l'activité préétablie, puisque elle est égale à l'activité normale sur la production normale fois la production réelle, l'activité normale sur la production normale, c'est le rendement standard. Donc, on aura l'activité préétablie égale le rendement standard fois la production réelle. Bien sûr, je vais le remplacer dans cette relation. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai le rendement réel fois la production réelle, moins le rendement standard fois la production réelle, le tout fois le coût unitaire standard. Donc, ça donne que l'écart sur rendement, je vais factoriser ici par paire. Donc, le rendement réel unitaire moins le rendement unitaire standard fois la production réelle fois le coût unitaire standard. Ainsi, l'écart sur rendement exprime une amélioration de la productivité, bien sûr si l'écart est favorable, et une détérioration de la productivité, l'écart défavorable. On va voir donc au niveau de l'exemple. La vérification, donc là, toujours vous aurez un écart global égal écart sur budget plus écart sur activité plus écart sur rendement. Bien sûr, lorsque j'ai dit ici plus, donc si l'écart est défavorable, il sera en moins. Donc je vais faire moins. Donc, pour calculer les écarts sur charge indirecte, il faut avoir les informations suivantes. Vous aurez la fiche de coût préétablie du produit, la fiche de coût unitaire standard, donc afin d'avoir donc là les notions pour les adapter à la production réelle. Vous avez besoin de la production normale et de la production réelle, et on a besoin de l'activité normale et réelle des centres d'analyse. Ça veut dire qu'on a besoin des unités d'œuvre au niveau des centres. À ne pas confondre entre l'activité et production. Bien sûr, donc déjà au niveau de la deuxième convention du plan comptable. La production s'exprime en unité de produit, donc au niveau de la production d'entreprise. Par contre, l'activité s'exprime en unité d'œuvre. Et le rendement relie les deux notions, ça veut dire que la production et l'activité. Mais, il faut faire attention au niveau des écarts, on a besoin de l'expression qui relie l'activité et la production par le rendement égal l'activité sur la production. Donc j'ai dit qu'on aura besoin, ou bien on a un rendement qui est égal à la production par activité. Mais ici, donc là, on a besoin de rendement
par l'expression activité sur production. Il faut faire attention de la façon dont elle exprime le rendement, parce que c'est la même chose au niveau de l'analyse, mais au niveau du calcul, donc là c'est différent. Il est possible de passer une expression par rapport à autre, par rapport au produit, à une expression par rapport à l'activité. Donc par exemple, fabriquer 2 produits à l'heure, donc c'est un rendement. Donc c'est un rendement par activité, et équivalent à mettre une demi-heure par produit. Ça veut dire que soit vous dites que je produis 2 produits par heure, ou bien je consomme une demi-heure pour un seul produit. C'est la même chose, mais la première c'est le rendement exprimé par activité, le deuxième est le rendement exprimé par produit. Donc, au niveau de l'application des écarts sur charge indirecte, on a dit qu'une entreprise fabrique un article de sport. Les données relatives d'un centre de responsabilité comme suit. Les données normales, vous avez une production normale de 1000 unités, un budget de centre de 200 000 dirhams, donc 90 000 des charges fixes. Donc, on aura besoin. L'unité d'œuvre, c'est l'heure machine. Et vous avez l'information que chaque unité nécessite 2 heures pour être fabriquée dans ce centre. Les données réelles, vous avez une production réelle de 800 unités, consommant 1500 heures machine, et les charges du centre sont 86 000. Donc, on a dit pour calculer l'écart total sur charge indirecte et le décomposer au niveau de ces écarts, on va commencer par la notation. Pour les données normales, vous avez une production normale PN 1000. L'activité normale, c'est le nombre d'unités d'œuvre pour avoir la production normale. Ça veut dire que chaque unité consomme 2 heures. Ça veut dire qu'au niveau de ce centre, on a une activité de 2000 heures. Le coût unitaire standard, donc c'est le total des charges indirectes sur l'activité normale. 200 000 sur 2000, ça donne 100. Les frais fixes, vous avez 90 000. Donc le coût fixe unitaire standard, c'est 90 000 sur 2000, ça donne 45. Coût variable unitaire standard, vous avez, puisque le coût unitaire standard c'est 100 et le coût fixe unitaire c'est 45, donc ça donne qu'un coût variable unitaire c'est 55. Soit, on va chercher les charges variables du centre, ça veut dire que 200 000 moins 90 000, ça donne 110 000, et on va le diviser sur l'activité normale, j'aurai aussi 55. Vous avez le rendement standard, on a pris la relation de l'activité sur la production, c'est 2000 sur 1000, ça donne 2 heures par unité. Donc c'est le rendement par unité. Pour les données réelles du centre, vous avez la production réelle, c'est 800. Et l'activité réelle, c'est déjà donné, c'est 1500 heures. Ça veut dire que la production de 800, elle a nécessité 1500 heures machine. Le coût unitaire réel, c'est le total des charges indirectes réelles. Ça veut dire que 186 000 sur l'activité réelle, 1500, ça donne 124. Le coût fixe unitaire réel, ce sont les frais fixes, parce que les frais fixes réels, le total des frais fixes, il est fixe. Donc le total des frais fixes standards, c'est le total des frais fixes réels. Donc les frais fixes sur l'activité réelle, c'est 90 000 sur 1500, ça donne 60. Et le coût variable unitaire réel, c'est le coût réel unitaire moins le coût fixe unitaire réel, c'est 124 moins 60 égale 64. À précision ici, c'est le coût fixe unitaire, il peut être, bon, il est variable. Par contre, le total des frais fixes qui sont fixes ou bien constantes. Donc ici, on a le coût fixe unitaire, c'est 60, mais le coût fixe unitaire standard, c'est juste 45. Le rendement réel, c'est l'activité réelle sur la production réelle, c'est 1500 sur 800, ça donne 1,875. Ça veut dire que chaque unité produite réellement, elle a consommé 1,875 heures. On a besoin d'adapter l'activité à la production réelle. Vous avez l'activité préétablie, c'est 2 heures fois 800, c'est 1600. Ou bien on fait 2000 sur 1000 fois 800. Ça veut dire que l'activité normale sur la production normale fois la production réelle. Donc au niveau des écarts, pour l'écart global, c'est le coût réel moins le coût préétabli. C'est l'activité réelle fois le coût unitaire réel. C'est un total des charges indirectes réelles, c'est 186 000. Moins l'activité préétablie fois le coût standard. Ça veut dire que le budget standard adapté à la production réelle. Donc l'activité préétablie c'est 1600 fois le coût unitaire standard c'est 100, ça donne 160 000. Ça donne un écart qui est plus de 26 000. Donc c'est un écart défavorable parce qu'il y a une augmentation de coût. Pour les sous-écarts, vous avez l'écart sur budget, c'est le coût variable unitaire réel moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle, égale 64 moins 55 fois 1500. Ça donne plus 13 500. C'est un écart qui est défavorable, bien sûr, puisqu'il est positif. L'écart sur activité, vous avez l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixe unitaire standard, c'est 2000 moins 1500 fois 45. Donc, elle est égale à plus 22 500. Ou bien, par la relation que je vous ai donnée, donc au niveau du coût fixe unitaire réel, moins le coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle, c'est 60 moins 45 fois 1500, ça donne
la même chose. L'écart sur rendement, c'est l'activité réelle moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard. C'est 1500 moins 1600 fois 100, ça donne moins 10 000. C'est un écart qui est favorable puisqu'il est négatif. Je peux l'obtenir aussi par le rendement réel unitaire moins le rendement unitaire standard fois la production réelle fois le coût unitaire standard. C'est 1,875 moins 2 fois 800 fois 100, ça donne aussi moins 10 000. Donc au niveau de la vérification, bien sûr, l'écart global, il doit être la somme des trois sous-écarts. L'écart sur budget, l'écart sur activité, l'écart sur rendement, plus 13 500, plus 22 500, moins 10 000, ça donne plus 26 000. Donc, comme ça, on a arrivé donc au niveau des calculs d'écart global sur charge indirecte ainsi qu'en le décomposant en sous-écarts. Au niveau des exercices, au niveau du coût préétabli, généralement, on suit ces étapes. Donc, premièrement, on va établir le tableau de répartition des charges indirectes standard. Sur la base de ces éléments, au niveau des charges indirectes, on va établir la fiche de coût unitaire standard, puis établir le tableau de répartition des charges indirectes réelles, établir le budget flexible, ça veut dire que le budget standard adapté à la production réelle, et par la suite calculer l'analyse des écarts. Au niveau des écarts, on a dit que l'écart global, donc soit elle va être sur charge directe, soit sur charge indirecte. Pour l'écart sur charge directe, vous avez la matière première et la main-d'œuvre. Pour la matière première, on le décompose en écart sur quantité, écart sur prix. La main-d'œuvre, écart sur volume horaire ou bien écart sur temps et écart sur taux. Pour les charges indirectes, donc, on prend les centres et pour chaque centre, on aura un écart qui est global. On va le diviser, on va le décomposer en sous-écarts, écart sur budget ou bien écart sur charge variable, écart sur activité ou écart sur charge fixe et écart sur rendement. Comme ça, cette séquence arrive à sa fin. Donc, à la séquence prochaine, Inch'Allah, à bientôt. Fi ri'ayatillah.